Je pense et j'espère que ma peinture, enfin mon art, la sculpture aussi, exprime justement dans chaque toile. C'est différent, évidemment, le message est différent. Très jeune, je voulais être artiste. Oui, c'est ça, t'as voulu très jeune, toujours. Oui, et je suis artiste et je ne suis pas désolée. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu dis ça? Parce que, comment dans la vie, dans la réalité, par exemple, financièrement parlant, il faut savoir qu'on a une activité, il faut le gérer. On peut se dire à un moment, ce n'est pas simple. Mais je trouve que c'est très important d'exprimer ce qu'on a exprimé. On est reconnu, on n'est pas reconnu. On dit qu'un artiste est reconnu 70 ans après sa mort. Alors, si on attend d'être reconnu de ce qu'on a fait pendant notre vie, on peut peut-être attendre. Mais je ne suis pas désolée du tout. Je trouve quand même c'est tellement beau d'avoir ça. Parce qu'on a la possibilité d'exprimer des choses. Je ne sais pas les autres comment ils font. Qui sont, voilà, qui viennent de l'intérieur et qui s'expriment. Et quand on voit un public qui est touché par ça, c'est quelque chose qui est une satisfaction exceptionnelle pour nous. C'est ta récompense après. Oui, si on n'exprime pas quelque chose dans nos œuvres, ça sera vide. Ça sera une œuvre vide. Et je vois parfois dans les expositions, ça se sent tout de suite. Je dirais, il a une sorte de fluide que nous, on met sur une toile ou sur une... ça peut être de l'argile, ça peut être des matériaux, donc nous, on exprime chacun à sa façon, hein, chaque artiste à sa façon. Mais c'est fluide, le spectateur, il va le sentir. Est-ce que nous étions sincères dedans ou pas? Est-ce que nous avons un message à transmettre ou rien du tout? On fait juste, vous savez, la peinture elle-même, c'est faire plein de nuances, des couleurs. Ça s'apprend, c'est comme un métier. Ce n'est pas que ça, c'est plus fort que ça. C'est plus qu'on exprime qu'on est capable de maîtriser dans la matière. C'est très très riche. Hein. Ceux qui connaissent mon pays, on peut dire que c'est un pays où il y a tellement de cultures qui sont mêlées. Il y a une richesse. Donc il y a du quoi s'inspirer. Après, à le dire, hein, que j'ai vécu à l'époque du totalitarisme, où spécialement nous les artistes plasticiens, on était censés de faire, vous voyez, ce qu'on appelle le soft art. Donc c'est l'ouvrier avec le regard vers l'avenir, exprimer ça. Vous vous imaginez que j'avais l'interdiction de rentrer dans un monastère ou dans une église, là où c'est notre culture justement, et je risquais d'être expulsée de mon école. C'est grave. Ceux qui ont vécu le totalitarisme, c'est que j'ai vécu un vernissage où le KGB il est venu et il m'a dit de décrocher mes tableaux. Ah oui, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il y avait un ange dans un tableau. D'accord. Et nous, on ne devrait pas croire à rien d'autre qu'au communisme. Ah oui. C'est cela. D'accord. Et il faut le vivre pour le comprendre. Tout ce qu'on a vécu, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça, parce que nous, on est un peu... on est artistes, hein, on va toujours... juste... C'est cela. C'était peut-être justement la raison, parce que je ne suis pas croyante. Je suis athée et c'était interdit d'être baptisée dans ce pays. D'accord. Non, voilà. Je mettais des anges dans mes tableaux. Et je mets toujours. Et pour toi, l'ange, ça se rapporte mais, à quoi? Mais ça porte à ma culture. Il y en a et il nous protège peut-être à sa façon partout dans mon pays, dans nos églises. Même si je n'étais pas baptisée. Et puis justement parce que c'est interdit, en plus. Ah bah oui, c'est ça. Et c'était aussi la raison
parce que c'était interdit aussi de faire de l'art avant-garde, ben, je suis partie juste là. T'es Et partie à ce moment-là? je fais partie d'une dizaine d'artistes, les premiers artistes bulgares qui ont commencé de faire ça. C'était ça aussi, c'était on exposait sur le toit d'un bâtiment parce qu'on n'avait pas le droit d'exposer dans les salles. Et oui, c'est ça. Même là, même sur le lieu Et j'ai une œuvre d'exposition. qui est disparue parce qu'elle était cachée, elle est disparue. D'accord. Ils l'ont cachée. Je suis revenue une semaine après, je cherchais La mon œuvre retrouver. et elle n'était plus là Mm. parce que c'était de l'avant-garde. Donc, je ne sais pas si on peut s'imaginer ça, mais j'ai vécu ça. Mais c'est un peu, je dirais, l'esprit d'artiste parce qu'on est à la recherche de ce qui est un peu un, un dehors de ce qui est permis. Et puis, tant mieux, tant mieux. Cette idée comment de ce que j'appelle maintenant electric art, ça, je l'ai eu toujours quand on voyage, vous savez, on a le paysage et nous avons quand même ces lignes électriques qui nous accompagnent. Et on est très habitués, ça fait partie de notre paysage. Et du coup, cette histoire électrique, elle est venue, c'était le siècle dernier, on peut dire, parce que le flash, une sorte de flash, parce que je pouvais très bien regarder le paysage et rien faire. C'est venu quand j'ai lu un article, c'est curieux, dans la presse, qui disait que tous ces pylônes vont disparaître parce que le réseau va passer sous terre. Je dis, mais pour moi, ce sont comme des symboles de notre époque. Nous sommes dans l'époque de béton, de l'acier, et il faut peut-être garder quelques exemplaires comme symbole, effectivement, comme nous avons les dolmens, les cromlechs, voilà, nous avons les cathédrales de l'époque de gothique. Pourquoi pas que ces pylônes électriques soient symboles de notre époque. Et c'est à partir de là j'ai commencé à faire des dessins, des gribouilles, et tout ça, je le dis maintenant, c'était 1988, 98, 99. Ouais, c'est très... je le dis bien à quelle époque j'ai commencé de faire ça, car mes dessins sont sortis à cette époque-là. Et 15 ans plus tard, des architectes américains, des designers russes qui ont les prétentions d'avoir inventé un nouveau concept sur les pylônes électriques. J'ai toutes mes preuves, mes dessins et des dépôts à la INPI, y compris, que c'est moi qui est quand même le précurseur dans cette histoire. En France, c'est entre Metz et Luxembourg, une œuvre monumentale où j'ai, on peut dire, habillé les pylônes électriques en robe. Et puis les journalistes qui disent que ils appellent ça de la haute couture pour la haute tension. Je trouvais très joli et puis ça représente bien un peu cette œuvre-là, qui est une œuvre unique au monde et j'ai plein d'autres projets, mais qui sont très compliqués à réaliser puisque c'est pas comme ma toile, j'achète ma toile et j'exprime ce que je veux. Là, c'est très compliqué. Ces lignes ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas grimper et faire avec les pylônes électriques ce que je veux. Et encore, c'est dangereux. Je me concentre un peu là où le moment m'attire. Là, actuellement, je suis très contente de trouver cette complicité avec la musique, avec les musiciens, parce que c'est une expérience qui est très rare. Là, par exemple, ce qu'on a fait, j'ai appelé Diabolissimo, avec une jeune violoniste en performance, où notre but était de exprimer un nouveau tempo que j'ai inventé. Je voulais qu'on joue, moi, avec mes pinceaux. D'ailleurs, je n'avais même pas de pinceau parce que j'ai fait avec les tubes.
de peinture, et elle avec son violon, de suivre un nouveau tempo, de sortir des tempos existants. C'est-à-dire que vous Et étiez elle dans m'a dit que ça... l'improvisation, Ah, toutes les deux? absolument, Elle c'était... aussi? Mais on n'a jamais fait ça. Ah oui. Elle... Vous aviez rien préparé avant? Non. D'accord. Donc la consigne, c'était juste improvisation totale pour elle, et toi, tu suivais? Non, c'est ça la question. Ouais. Parce que ça, c'est peut-être déjà fait, déjà vu. De suivre, c'était une Selon sorte la de musique. musicogramme. Et elle avait besoin quand même de commencer par quelque chose et de me voir la suivre. Mais C'est- après, je dis, vous c'est le répondiez contraire. les C'est le deux. contraire. C'est moi, comme le chef d'orchestre. Elle m'a dit, ça ira parce que j'ai l'habitude de suivre le chef d'orchestre. D'accord. Et au moment où on est parti d'un morceau existant, parce qu'elle avait besoin de partir de quelque chose, moi je n'avais pas besoin, mais elle est dans un orchestre, c'est l'orchestre de Luxembourg, où ils sont 120. Donc elle a toujours, justement, elle était heureuse de sortir de ça, parce qu'elle a improvisé. Et ce qui était très beau dans l'histoire, donc il y a un moment, je lui disais, mais je sais pas, elle m'a dit qu'elle m'a même pas entendu. Parce qu'elle entend trop son violon. Je disais, on monte, et moi je montais dans mes mouvements. Et donc c'est elle qui me suivait. Je faisais ça, elle faisait avec son violon, je sais pas, C'était une traduction en fait. elle a sorti, à mon avis, de son violon des sons qu'elle ne va pas faire dans l'orchestre de Luxembourg. D'accord. Et ce qui était très beau dans cette histoire, mais c'est tellement beau et récent que je suis en plein dedans, évidemment, c'est que quand on a fini, et on se disait, bon, ça drôle, c'était le vécu qui était important. On n'a pas cherché de créer une belle musique ou une belle œuvre. Et à la fin, ça donnait une sorte de... Ben voilà, c'est visible, hein, un peu. Ils ont fait des photos, des gribouilles de différentes couleurs. Et puis on se disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je dis, on le met à la poubelle. Et Andrea, elle s'appelle Andrea Garnier, une violoniste avec un grand talent. Et Andrea qui a dit, mais Elena, c'est la première fois dans ma vie que je vois ma musique visuellement. Que je visualise ma musique. Notre musique, parce que c'était nous deux, disons. Parce que c'est abstrait. Et même avec des volumes, parce qu'avec les tubes de peinture, il y avait même des volumes. Et du coup, je vais lui offrir cette œuvre parce qu'elle a, pour la première fois dans sa vie, une visuelle de sa musique. C'est pas beau, ça? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Elena. Merci à vous. Plaisir.